Bonsoir les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour une soirée disparition mystérieuse. Alors cette émission n'est pas en direct, elle a été enregistrée, mais bon, c'est quasiment des conditions du direct. Je ne fais pas de live pour l'instant, c'est vrai que c'est très dur à gérer d'un point de vue technique. On va quand même tester un truc, vous faites comme d'habitude, vous posez vos questions, vous réagissez comme vous faites toujours, hein, sous la vidéo, dans les commentaires, et dans quelques jours, après la diffusion de cette émission, je regarderai les commentaires, les questions, et je ferai peut-être une vidéo supplémentaire, une petite vidéo, pour répondre à vos questions, pour réagir aux commentaires, voilà. Ça sera l'occasion de se retrouver dans quelques jours pour reparler de cette affaire, voilà. Donc là, je suis un peu plus long que d'habitude pour la présentation de cette émission, pour introduire les choses. On est là entre amis, voilà, et puis c'est aussi destiné à ceux qui me suivent depuis des années. Bon, pour être tout à fait franc, au départ, je souhaitais offrir cette émission en cadeau à mes tipeurs et tipeuses, c'est-à-dire ceux qui me soutiennent sur Tipeee, qui est un financement participatif. Mais vu les conditions actuelles, le confinement, voilà, j'ai souhaité faire profiter cette émission à tout le monde. Donc ce soir, on va parler d'une affaire inédite dont je n'ai jamais parlé ailleurs. C'est une affaire qui est tirée de mon livre Disparu en mer, une disparition en mer, très intéressante, qui s'est déroulée en Australie, et un pays que je connais bien, continent même. J'ai vécu un an en Australie et en Nouvelle-Zélande, et il se trouve que j'ai séjourné pas loin de l'endroit où s'est déroulée cette affaire, assez dramatique. J'ai passé du temps à Cairns, une ville que j'ai adorée, sur la côte du Queensland. On va en parler tout à l'heure. Voilà, donc ne tardons pas quand même pour rentrer dans cette histoire. Donc comme d'habitude, je vais présenter d'abord les faits et ensuite il y aura une partie commentaires. Donc c'est parti. Maintenant, la disparition de Tom et Helen Lonergan, c'est une émission qui est pour vous en exclusivité sur ma chaîne Lionel Camille, disparu. Donc on démarre avec les faits. On va remonter en janvier 1998 et on va partir loin de la France, loin de l'Europe, loin du Canada. On va partir en Australie et on va aller plus particulièrement à Port Douglas, une petite ville côtière à l'extrémité nord-est du continent australien. Située dans la région du Queensland, Port Douglas est une destination prisée des touristes internationaux parce qu'il est aux portes de la Grande Barrière de Corail. La Grande Barrière de Corail, c'est l'écosystème de récifs coralliens le plus étendu au monde. Longue de 2300 km, la Great Barrier Reef est même visible depuis l'espace. Riche en biodiversité, elle est composée de plus de 500 espèces de coraux et abrite 1600 espèces de poissons et tortues marines, ainsi que 30 races de baleines et dauphins. La Grande Barrière de Corail, elle est visitée chaque année par près de 2 millions de personnes. Le tourisme est la principale activité économique de la région. Et certains vacanciers font des croisières, par exemple, dans les îles Whitsunday, qui comptent parmi les plus paradisiaques au monde. Mais la majorité des visiteurs s'adonnent à la plongée sous-marine, avec ou sans bouteille. Ils font aussi ce qu'on appelle du snorkeling, c'est-à-dire de la plongée avec masque et tuba. La Grande Barrière de Corail, elle regorge de spots de plongée exceptionnels. Et le gros avantage qu'elle a en plus, c'est que l'eau reste tiède toute l'année. La température de l'eau varie entre 22 et 29 degrés. Ce qui me convient tout à fait, parce que je suis assez frileux, même si je vis en Bretagne, voilà. Donc cette histoire dramatique démarre le dimanche 25 janvier 1998. Ce jour-là, Thomas et Helen Lonergan, un couple d'Américains originaires de Baton Rouge en Louisiane, arrivent à la marina de Port Douglas. Et ils arrivent assez tôt, à 8 heures du matin. Tom et Helen Lonergan, ce sont des Américains plutôt jeunes. Ils ont respectivement 34 et 28 ans. Et Tom et Helen, ils viennent de terminer plusieurs missions de travail humanitaire dans le cadre de Peace Corps, un programme gouvernemental américain en direction des pays en développement. Pendant 3 ans, ils ont travaillé bénévolement, ils ont donné des cours, ils ont enseigné aux Fidji et au Tuvalu, des archipels perdus dans le Pacifique Sud. Donc là, ils ont terminé de travailler bénévolement, mais avant de rentrer aux États-Unis, les Lonergan s'octroient 3 mois de vacances, 3 mois durant lesquels ils souhaitent voyager. Ils veulent visiter l'Europe,
l'Asie, mais aussi et surtout l'Australie. Et lors de leur séjour en Australie, Hélène, elle tient absolument à plonger sur la Grande Barrière de Corail parce que elle adore la plongée. Elle a découvert cette activité sportive durant ses études à l'Université d'État de Louisiane, là où elle a d'ailleurs rencontré son mari. Ils étaient tous les deux étudiants. Passionnée de plongée, elle a transmis le virus de la plongée à son mari. Et donc, dès qu'ils en ont l'occasion maintenant, ils plongent ensemble. Voilà, dès qu'ils le peuvent, ils enfilent les tenues de plongée, ils prennent les bouteilles et ils partent faire de l'exploration subaquatique tous les deux. Et donc c'est exactement ce qu'ils comptent faire ce jour-là. Ce dimanche matin, ce dimanche 25 janvier 1998, Tom et Hélène, ils se sont levés très tôt parce qu'en fait, ils séjournent à cette époque dans un hôtel, une auberge de jeunesse à Cairns, une station balnéaire à 60 km au sud de Port-Douglas. D'ailleurs, je connais très bien Cairns, j'y ai séjourné une semaine en 2009-2010 et j'ai adoré cet endroit. C'est vraiment un endroit très agréable, vraiment, il fait très bon, il y a vraiment une douceur de vivre dans cet endroit. Et donc, là, ce dimanche matin, Tom et Hélène, ils ont pris un minibus qui appartient à la compagnie BTS. Et à bord de ce minibus, ils ont fait Cairns, Port-Douglas. Voilà. Quelques jours plus tôt, les Lonergan, ils avaient réservé une excursion en mer avec Otter Edge Dive. Basée à Port-Douglas, cette agence, dont le gérant s'appelle Jeffrey Jack Nairn, organise des plongées pour les touristes sur la Grande Barrière de Corail. Il y a plein d'agences comme ça sur toute la côte du Queensland et voilà, Otter Edge Dive, c'est l'une de ces agences. En tant que plongeurs confirmés, les Lonergan, ils ont prévu d'effectuer 3 plongées en bouteille d'une durée de 30 minutes à chaque fois. Et ils doivent faire ces plongées autour du récif de Saint-Crispin, un spot de plongée populaire au large des côtes du Queensland. Donc, les Lonergan arrivent à 8h à Port-Douglas et à 8h30 du matin, Tom et Hélène Lonergan grimpent à bord de l'Otter Edge, une vedette motorisée pilotée par Jack Nairn lui-même. Jack Nairn qui est le gérant de l'agence. Donc l'Otter Edge, c'est un bateau charter de plongée, c'est-à-dire qu'il est spécialement affrété pour transporter les plongeurs jusqu'au site de plongée. Le couple d'Américains, donc les Lonergan, ne sont pas seuls sur ce navire. Il y a beaucoup d'autres passagers. Il y a d'abord 4 membres d'équipage, mais aussi 26 passagers qui ont aussi acheté un billet pour l'expédition. À peine sorti de la marina de Port-Douglas, l'Otter Edge prend de la vitesse et met le cap au nord-est, donc vers le récif de Saint-Crispin. Le retour à Port-Douglas est prévu à 16h30. Vers 9h45, l'Otter Edge, c'est-à-dire la vedette, atteint la zone du récif de Saint-Crispin en pleine mer. Ce récif est situé à environ 70 km au nord-est de Port-Douglas. Là, on est à 22 km de la côte et la côte n'est plus visible. On est en pleine mer, quoi. On est vraiment loin des côtes. Immergé à 20 mètres de profondeur, le récif de Saint-Crispin s'étend sur 8 km. C'est à la mesure du continent australien, là-bas, tout est plus grand. Voilà. Donc là, le bateau, vers 9h45, jette l'ancre dans les eaux turquoises. C'est vrai que l'eau là-bas est vraiment limpide. Et en ce dimanche de janvier, donc les conditions de plongée sont parfaites, sont idylliques. Parce que il faut savoir que en début d'année, l'été bat son plein en Australie, c'est la meilleure période. Donc là, ce jour-là, la mer est calme, le ciel est ensoleillé, la visibilité sous l'eau est optimale. Donc là, toutes les conditions sont remplies pour que la journée se passe superbement bien. À 10h15, Tom et Hélène s'équipent pour leur première plongée de la journée, parce qu'ils doivent faire 3 plongées. Donc on va rappeler brièvement le matériel de base emporté par un plongeur à bouteille. En général, il prend avec lui un masque, une combinaison hypothermique, des palmes, un gilet gonflable, stabilisateur, c'est important, on en reparlera tout à l'heure, une ceinture de lest, une bouteille d'air comprimé ou bloc, un détendeur, c'est-à-dire un tuyau flexible pour respirer l'air du bloc, et aussi un manomètre, c'est-à-dire un instrument qui permet de mesurer la pression.
Après s'être équipés, Tom et Hélène, ils reçoivent les directives de la part des instructeurs de plongée, l'équipage de l'Outer Edge, qui leur disent notamment de ne pas descendre en dessous de 12 mètres et de revenir au bout de 30 minutes maximum. Ces directives sont très importantes. Une fois qu'ils ont reçu ces directives, les Lonergan sautent à l'eau, ils font comme les autres, et ils explorent avec enchantement la beauté du récif de Saint-Crispin. Surnommé le Jardin des Fleurs, le site accueille des colonies de poissons aux couleurs arc-en-ciel. Le site est vraiment réputé exceptionnel. Aux alentours de 11 heures, les Lonergan et les autres nageurs, les 24 autres nageurs, remontent à bord de l'Outer Edge. Ils prennent une légère collation, puis effectuent la deuxième plongée de la journée. Deuxième plongée de la matinée, toujours sur le récif de Saint-Crispin. Vers 13 heures, la deuxième plongée est terminée. Le groupe a fait déjà 2 plongées. L'heure est venue de faire une pause. Il faut la pause déjeuner, voilà. À 14 heures, après manger, les plongeurs se préparent pour leur 3e et dernière plongée de la journée, sur une zone précise du récif de Saint-Crispin, nommée Fish City, qu'on peut traduire par la ville des poissons, voilà. Tout en s'équipant, les Lonergan, Tom et Hélène, informent une instructrice de plongée de l'Outer Edge qui souhaite plonger tous les deux. Ils veulent s'écarter un peu des autres, en fait, parce que ce sont des plongeurs expérimentés. Ils sont détenteurs du PADI Open Water. Le PADI Open Water, c'est un certificat de plongée sous-marine. Et donc, vu qu'ils ont ce PADI Open Water, ils ont tout à fait la capacité de plonger de manière autonome. Donc ils demandent l'autorisation et ils obtiennent la permission de plonger de leur côté. C'est-à-dire qu'ils s'éloignent un peu du groupe, quoi. À 14h30, les Lonergan effectuent leur dernière plongée dans les eaux translucides de la mer de Corail, c'est le nom de la mer à cet endroit. Et comme les autres plongeurs, ils ont reçu au préalable la consigne de revenir 30 minutes plus tard. Ils sont censés revenir au bateau une demi-heure plus tard, grand maximum. À 15h, une demi-heure plus tard, Jack Nairn, le capitaine de l'Outer Edge, donne un coup de sirène. C'est le signal de la fin de la plongée. Et les plongeurs regagnent la surface, les uns après les autres. Ils remontent aussi progressivement à bord du bateau, l'Outer Edge, puis ils enlèvent leurs équipements. Au bout d'un moment, plus personne n'est en vue dans les flots autour du bateau, aucune bulle ne remonte à la surface, et donc il y a un membre d'équipage qui procède alors au comptage des effectifs. Il compte les gens à bord. Et il dénombre, effectivement, 26 passagers. Donc là, l'employé informe son patron, Jack Nairn, que tout le monde est présent à bord du bateau. Et on remonte les échelles de la plateforme arrière du navire. À 15h10, Jack Nairn démarre les moteurs de l'Outer Edge, la vedette. Un membre d'équipage plonge en apnée pour récupérer l'ancre au fond de l'eau. Et tandis que les passagers se sèchent et enfilent des vêtements de rechange, l'équipage nettoie le matériel de plongée sur la plateforme arrière. À 15h30 précise, l'Outer Edge quitte le récif de Saint-Crispin et prend la direction de la côte pour revenir à Port-Douglas. À 16h30, une heure plus tard, l'Outer Edge, la vedette, revient à Port-Douglas. Après l'accostage, l'équipage dit au revoir aux passagers qui débarquent sur le quai de la marina. Et les clients partis, l'équipage il nettoie le bateau en prévision de l'excursion du lendemain. Parce que là, en haute saison, il y a des excursions chaque jour. Donc là, il y a un membre d'équipage, il est en train de nettoyer, il est en train de faire du rangement, et en fait, il trouve un sac sous une banquette du bateau. Il y a un sac qui traîne. Bon, il prend le sac et il le range machinalement dans la corbeille des objets trouvés sur le bateau. Effectivement, il est assez courant que des passagers oublient des affaires sur les bateaux charters. Il y a des gens qui sont un peu tête en l'air par moment. Et voilà, donc il est assez fréquent qu'on trouve des vêtements, du matériel, etc. Donc en général, il faut dire ce qui est. Hein. La plupart du temps, les clients ne reviennent jamais chercher les objets qu'ils ont oubliés pour une raison assez simple. Ils sont souvent juste de passage à Port-Douglas. Ils restent rarement plus d'une journée à Port-Douglas et ils poursuivent leur voyage.
Donc par conséquent, toutes les agences de plongée possèdent tout un stock d'objets trouvés et d'habits que personne n'a jamais réclamé. Voilà. Donc là, pendant que on nettoie le bateau, l'Outer Edge, il y a un gars qui fait les 100 pas sur le quai de la Marina de Port-Douglas. Et cet homme, il s'appelle Norman Stigant. C'est le chauffeur du minibus de la compagnie BTS, la compagnie qui avait amené Tom et Helen Lonergan à Port-Douglas tôt le matin. En fait, il était convenu qu'il les reconduise le soir à Cairns. Voilà. Et là, l'Australien, ce Norman Stigant, il s'étonne un peu de ne pas voir les Lonergan. Parce qu'il leur avait donné rendez-vous sur le quai à 16h30. Et là, ils sont pas là. Il manque à l'appel. Donc là, le chauffeur de minibus, au bout d'un moment, il se dit, ils sont peut-être allés boire un coup, parce que sur le quai de la Marina, il y a des cafés là. Donc le chauffeur du minibus, il fait le tour des marchands de glace, des cafés, des bars, à la recherche des Lonergan. Seulement, les Lonergan ne sont nulle part en vue. Et Stigant, il est ennuyé parce qu'en fait, il y a d'autres clients qu'il doit ramener ce soir-là, à Cairns. Et au bout d'un moment, il n'a pas d'autre choix que de partir. À 17h30, Norman Stigant, donc le chauffeur de bus, est de retour à Cairns et il se rend aussitôt dans les bureaux de la compagnie BTS. Il informe sa patronne, qui s'appelle Corinne Schagenweevil. Il les informe que de l'absence des Lonergan. Il leur dit, je devais ramener ces personnes et elles n'étaient pas présentes au moment du rendez-vous. Je sais pas, je suis revenu sans elles. Voilà. À 18h, Madame Sharon Givel, qui est la patronne de la compagnie de bus BTS, elle décroche son téléphone et elle appelle Jack Nairn, le gérant de l'agence de plongée Outer Edge Dive. Elle lui explique la situation. Elle lui dit, ce matin, on a amené 2 clients à Port-Douglas, ils devaient faire une plongée avec vous, et il n'était pas là au moment du rendez-vous pour le voyage retour. Qu'en est-il? Et là, Jack Nairn, lui, il a pas l'air trop inquiet. Il se dit, apparemment, vous savez, les touristes ont parfois des comportements un peu versatiles. Peut-être que le couple d'Américains a changé de plan sans en informer la compagnie de bus. Ça arrive, malheureusement. Ça arrive des fois que pendant les voyages comme ça, les gens changent de plan, ils ne préviennent pas, et ça peut arriver. Voilà. Donc, Madame Sharon Givel, la patronne de la compagnie de bus, elle raccroche. Elle sait pas trop quoi penser. Elle estime qu'elle a fait le maximum. Elle a prévenu le chef de l'agence de plongée, qui n'en savait pas plus qu'elle. Donc voilà, elle se dit qu'elle a fait ce qu'il fallait, et voilà. Donc après, les heures passent. Lorsque la nuit tombe, le dimanche 25 janvier 1998, personne ne sait où sont passés Tom et Helen Lonergan. Ont-ils décidé de rester une journée de plus à Port-Douglas pour profiter de la plage, par exemple, ou refaire une autre plongée avec une autre compagnie? C'est dans le domaine du possible, parce que les Lonergan n'ont peut-être pas été en mesure de prévenir le chauffeur de la compagnie de bus BTS. À l'époque, l'usage des téléphones portables était beaucoup moins démocratisé qu'aujourd'hui. Les smartphones n'existaient pas encore et les connexions Internet étaient médiocres, surtout dans l'extrême nord du Queensland. Je peux en témoigner. Donc là, la nuit passe. On est maintenant le lundi 26 janvier 1998. Et ce lundi matin, une nouvelle semaine de travail démarre pour Jack Nairn et son équipage. Comme chaque jour en haute saison, il conduit un groupe de touristes à bord de l'Outer Edge jusqu'au récif de Saint-Crispin pour qu'ils effectuent plusieurs sessions de plongée. Et au cours de la journée, il y a quand même un incident. L'un des plongeurs trouve au fond de l'eau 6 plombs de plongée provenant d'une ceinture de l'Est. Donc il trouve ça sur le sable et il remonte ça à bord de l'Outer Edge. Et qu'il fasse cette trouvaille n'est pas forcément étonnant. Il y a une dizaine d'agences qui proposent des plongées sur le récif de Saint-Crispin, rien qu'à Port-Douglas. Donc le récif de Saint-Crispin, c'est un site qui est très fréquenté, parce qu'il faut dire ce qui est, dans la région, la plongée, c'est une véritable industrie. Et il faut savoir que les entreprises locales organisent 4 millions de sorties en mer chaque année. C'est énorme, c'est énorme. Il y a une armada de bateaux charters qui transportent quotidiennement des groupes de vacanciers jusqu'au récif de Saint-Crispin, ainsi que celui d'Agincourt, qui est situé à quelques kilomètres plus au nord. On en reparlera un peu plus tard. Et il n'est pas rare que des plongeurs perdent du matériel sous l'eau. Voilà.
Donc là, le plongeur remonte les 6 plombs sur l'Otter Edge. Et il remet sa découverte à l'un des membres d'équipage, qui a l'air assez satisfait. Lui, il a l'air assez satisfait parce que il est content de récupérer des accessoires de plongée. Il se dit, bah tiens, ça va me faire du matériel supplémentaire. Voilà, donc l'incident est clos. Le lundi après-midi, vers 16h30 encore une fois, le bateau revient à Port Douglas. Donc ce lundi, les Lonergan n'ont donné aucun signe de vie, que ce soit à leur auberge jeunesse de Cairns ou aux transporteurs de bus de la compagnie BTS. Ils n'ont toujours donné aucun signe de vie, on est sans nouvelles d'eux. Le mardi 27 janvier 1998, donc l'Otter Edge fait une nouvelle sortie en mer avec une vingtaine de plongeurs. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en haute saison, les plannings des opérateurs de plongée sont constamment complets. Il y a beaucoup de demandes. Donc là, une nouvelle fois, l'Otter Edge va sur le récif de Saint-Crispin. En fin de journée, à 16h30, le bateau revient. Et comme chaque jour, l'équipage prépare, comme d'habitude, le navire pour l'expédition du lendemain. Donc là, on est vraiment dans une forme de routine. Il y a une routine, chaque jour, c'est un peu la même chose. Sauf que ce jour-là, Jack Nairn, le capitaine de l'Otter Edge, il passe à côté de la corbeille des objets trouvés du bateau. Et son attention est attirée par un sac. Le sac trouvé par l'un des membres d'équipage 2 jours plus tôt. Et là, Jack Nairn, il est quand même intrigué, il est intrigué, et il prend le sac et il examine son contenu. Il regarde à l'intérieur et là, il trouve à l'intérieur des vêtements secs, des lunettes de vue et aussi un portefeuille qui contient des passeports. Et il va trouver notamment le passeport de Thomas Lonergan. Et là, Nairn, il a des sueurs froides. Il se remémore l'appel de la responsable de la compagnie de bus de Cairns, la compagnie BTS, au sujet du couple absent, 2 jours plus tôt. Et là, Nairn, il se sent pas bien, il a vraiment des sueurs froides, il sent l'angoisse monter, il se dit, est-ce que par un terrible concours de circonstances, il n'aurait pas laissé les plongeurs américains au récif de Saint-Crispin? C'est ça, Nairn, il a un doute affreux, et là, il appelle l'hôtel dans lequel séjournaient les Lonergan à Cairns, l'auberge jeunesse, qui s'appelle le Gone Walkabout Hostel. Il a le numéro parce que lorsque les Lonergan s'étaient inscrits pour l'excursion mer, ils avaient donné les coordonnées de l'hôtel. Donc là, il appelle l'auberge jeunesse et il tombe sur une salariée de l'auberge jeunesse qui l'informe qu'elle ne sait pas où se trouve le couple. Voilà, il dit bah non, ils sont pas là, je sais pas. Voilà. Donc là, Nairn, il se sent mal, il se sent de plus en plus mal au fur et à mesure que les minutes passent. Il commence à réaliser l'effroyable. Vers 18h30, Nairn se résout à composer le 000, qui est le numéro d'appel d'urgence en Australie. Et là, il est mis en contact avec les services de la police du Queensland et il leur explique la situation. Tom et Helen Lonergan sont officiellement portés disparus. Le petit problème, c'est qu'on est plus de 50 heures après le moment où l'Otter Edge les a abandonnés en pleine mer. Donc là, les services d'urgence font immédiatement décoller un hélicoptère qui fonce jusqu'au récif de Saint-Crispin. Et là, à bord de l'appareil, le pilote tente de localiser le couple de plongeurs dans la mer, sur la mer, mais malheureusement, la zone à couvrir est immense et les Américains sont introuvables. Autant rechercher une aiguille dans une botte de foin. À la nuit tombée, l'hélicoptère est obligé de rentrer à la base et pendant ce temps, les policiers perquisitionnent la chambre des Lonergan au Gone Walkabout Hostels, leur auberge jeunesse à Cairns, et dans leur bagage, ils récupèrent les journaux intimes du couple qui livreront des informations utiles pour l'enquête. Donc on est maintenant le mercredi 28 janvier 1998 et les autorités du Queensland déclenchent à la première heure une opération de recherche et de sauvetage pour retrouver le couple disparu. Une quinzaine de bateaux, d'avions et d'hélicoptères se lancent sur la piste des Lonergan. Les recherches impliquent des effectifs de la police, de la marine australienne, ainsi que des civils volontaires. Toute la journée, on cherche le couple disparu. Durant 3 jours, les secours vont fouiller la surface de l'océan, seulement ils vont être tenus en échec. Les Lonergan ont disparu corps et biens.
À l'instar de la montagne, l'océan ne pardonne pas la moindre erreur. Et si nul ne sait vraiment quel sort ont connu les Lonergan, la mer va rendre plusieurs indices, laissant penser qu'un drame terrifiant s'est joué sur la Grande Barrière de Corail fin janvier 1998. Le 5 février 1998, 11 jours après la disparition des plongeurs, on va faire des trouvailles sur le rivage de Indian Head, près de Cooktown, à plus de 100 km au nord du récif de Saint-Crispin. On va découvrir les gilets stabilisateurs portant les noms des Lonergan, ainsi que leurs bouteilles d'air comprimé. Peu de temps après, un promeneur va ramasser aussi une combinaison de plongée au bord de l'eau, toujours à Indian Head. De couleur verte et grise, cette combinaison est identifiée comme étant celle de Helen Lonergan. Tous ces objets ramassés à Indian Head sont transmis à des fins d'analyse à Noel Noonan, qui exerce la profession de coroner à Cairns. Donc là, Noel Noonan, le coroner, ainsi que des membres de la police scientifique australienne, ils examinent la combinaison d'Helen et ils constatent la présence de balanes sur la fermeture éclair. Les balanes, ce sont des crustacés cirripèdes qui se fixent sur les objets flottants dans l'océan, comme les coques de bateau par exemple. Et là, l'examen de la croissance de ces balanes permet de déterminer que cette combinaison, la combinaison de Helen, a été immergée dans la mer depuis janvier 1998. En outre, les spécialistes notent que le vêtement de plongée présente aussi des déchirures dans la région des fesses. La cause de ces entailles demeure incertaine. On ne sait pas trop par quoi elles ont été causées. À la même période, donc début février 1998, un pêcheur va faire une trouvaille étonnante dans les mangroves d'Archer's Point, près de Cooktown. Il va trouver une ardoise de plongeur. Une ardoise de plongeur, c'est un instrument utilisé pour communiquer sous l'eau. Et sur cette ardoise, on se rend compte qu'il y a un message qui est écrit. Quelqu'un a écrit un message. Ce message, vous le voyez maintenant apparaître sous vos yeux. Alors bien entendu, le message original est en anglais, là je vous l'ai traduit, je tiens à préciser. Et sur ce message, il est indiqué « Lundi 26 janvier 1998 à 8 heures. À toute personne qui peut nous aider. Nous avons été abandonnés sur le récif à Agincourt par l'Outer Edge le 25 janvier 1998 à 15 heures. Aidez-nous s'il vous plaît. Venez pour nous sauver avant que l'on meure. Au secours !» Selon toute apparence, ce message a été tapé par Thomas ou Helen Lonergan. Il confirme que le couple a bien été oublié au large des côtes du Queensland par Jack Nairn et son équipage le 25 janvier 1998. Donc on se rend compte que c'est vraiment un scénario catastrophique, cauchemardesque, qui a bien eu lieu. Le 10 octobre 1998, après 8 mois d'investigation, on n'a toujours pas eu la moindre nouvelle de Tom et Helen Lonergan, on n'a toujours pas retrouvé leur corps, et là le coroner Noel Noonan rend ses conclusions. Et selon lui, Tom et Helen Lonergan ont certainement péri en mer. Ils sont morts soit de noyade, soit d'exposition aux éléments, c'est-à-dire de déshydratation en gros, ou attaqués par un requin. En dépit du fait que leur corps n'ait jamais été repêché en mer, le coroner a l'intime conviction que les plongeurs ont perdu la vie entre le 26 janvier et le 2 février 1998. Il donne ce créneau, voilà. Effectivement, ils étaient encore vivants le matin du 26 janvier 1998, comme le prouve le message de détresse écrit sur l'ardoise de plongée. On sait qu'ils l'ont tapé à ce moment-là, vu que c'était la date qu'ils avaient indiquée. Eu égard aux circonstances de la disparition, la justice australienne prend la décision d'inculper Jeffrey Jack Nairn d'homicide involontaire pour la mort de Tom et Helen Lonergan. Jack Nairn est donc le capitaine, le responsable, le gérant de l'agence de plongée Outer Edge. D'une manière générale aussi, Noel Noonan, le coroner, préconise aussi une réforme pour améliorer la sécurité des plongées en Australie. Un an va passer à partir de là. Et un an plus tard, en novembre 1999, le projet de Jack Nairn s'ouvre au tribunal de Cairns. Dans cette affaire, les négligences commises par le capitaine de l'Outer Edge et son équipage s'avèrent incontestables. Ils se sont notamment trompés dans le décompte des passagers avant de quitter le récif de Saint-Crispin. Il y avait 26 passagers. Apparemment, le membre d'équipage a fait le comptage, il a bien trouvé 26 passagers, alors qu'il n'y en avait que 24.
Voilà. Donc on met en avant les erreurs commises par l'équipage, les manquements à la sécurité. Mais lors de l'audience, il y a quand même des spéculations, des spéculations vont bon train. Graham Houston, l'avocat de la défense, se sert notamment des journaux intimes d'Elon Organ, les journaux intimes qui avaient été récupérés par la police dans leur chambre d'hôtel. Et l'avocat de la défense se sert de ces journaux intimes pour soutenir l'idée que le couple aurait pu mettre fin à ses jours ensemble. Ils auraient pu se suicider dans le cadre d'un pacte de suicide. Donc ils avancent cette hypothèse, mais il y a encore d'autres hypothèses qui circulent. Est-ce que les Elon Organ n'auraient pas simulé leur mort pour redémarrer leur vie ailleurs? Donc nous allons étudier en détail toutes ces hypothèses dans la partie commentaires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, donc en 1999, Jack Nairn, qui est inculpé d'homicide involontaire, il est finalement déclaré non coupable par le jury. Et la raison majeure de son acquittement réside dans le doute qui plane autour de la mort du couple, car c'est un fait, la mère n'a jamais rendu leur corps. Donc l'agence de plongée Otter Edge Dive est néanmoins condamnée à l'époque à payer une forte amende pour négligence. Et ça c'est incontestable, il y a eu des négligences. Ayant évité la prison, Jack Nairn accueille le verdict avec soulagement. Néanmoins, il est ruiné, il est obligé de vendre son entreprise pour couvrir les importants frais de justice. À l'issue du procès, Jack Haynes, le père d'Hélène, ressent lui de l'amertume. Il déplore que l'avocat de la partie adverse ait recouru aux journaux intimes de sa fille et de son gendre pour obtenir gain de cause. Il trouve que cette méthode est un peu dégueulasse, entre guillemets. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais bon, c'est assez courant dans les procès dans les pays anglo-saxons, vous savez, on cherche la moindre faille dans la vie de la victime pour la décrédibiliser. Voilà. Donc là, les années vont passer, on ne retrouvera toujours pas les dépouilles de Tom et Hélène Lonergan. Au début des années 2000, voilà, on sait toujours pas ce qu'ils sont devenus, ils n'ont toujours pas donné le moindre signe de vie. En 2004, on va reparler de cette affaire dans les médias, pour une raison un peu originale. Il y a un film d'horreur américain intitulé Open Water, en eau profonde, qui sort sur les écrans. Donc ce film est réalisé par Chris Cantis, donc il sort sur les écrans du monde entier. Et le grand public découvre alors, sans le savoir, l'histoire de Thomas et Hélène Lonergan. Parce que le scénario de ce long métrage s'inspire largement de leur destin funeste. Bien que le film ait été tourné aux Bahamas, les faits montrés dans Open Water en eau profonde pourraient être très proches de la réalité. Ayant coûté la somme dérisoire de 120 000 $, ce qui est vraiment rien du tout, c'est ridicule, hein, le film fait un carton au box-office. Il génère au total plus de 54 millions de dollars de recettes. À Port Douglas, la sortie du film hollywoodien n'est pas vue d'un très bon œil, autant vous le dire, parce que d'abord, elle ravive les plaies de Jack Nairn. C'est incroyablement stressant pour moi et mes enfants, déclare-t-il à la presse en 2004. Et Open Water en eau profonde connaît un incroyable succès dont l'industrie de la plongée australienne se serait bien passée. Soyons honnêtes, soyons justes. Depuis 1998, les professionnels du secteur de la plongée, ils ont beaucoup œuvré pour renforcer la sécurité des plongées en Australie. Par ailleurs, le gouvernement du Queensland a instauré une réglementation plus stricte, avec par exemple l'obligation que 2 personnes distinctes procèdent au dénombrement des plongeurs sur les bateaux charters, pour limiter le risque d'erreur. La tragédie d'Elon Organ aura au moins eu cet effet positif de rendre les plongées sous-marines plus sûres en Australie. Donc là, en 2004, on reparle beaucoup de l'affaire à l'occasion de la sortie de ce film, qui a marqué le cinéma d'horreur. C'est un bon film d'ailleurs, qui est filmé de façon assez réaliste. Et il y a beaucoup de gens aussi qui découvrent cette histoire, qui n'en avaient jamais entendu parler auparavant. Et là, bon voilà, ça va retomber un petit peu dans l'anonymat, on va pas en reparler, jusqu'en 2006. Il va y avoir un rebondissement dans l'affaire en 2006. Le 3 mars 2006, un homme appelé Jimmy Phelan marche sur une plage d'Alva, près de Cape Bowling Green, à environ 400 km au sud de Port Douglas et St. Crispin Reef. Donc c'est très loin du lieu de la disparition d'Elon Organ. Et dans la région, Jimmy Phelan, il est connu sous le nom de Tongman, parce qu'en fait, il a une manie. Il récupère toutes les tongs qu'il trouve au bord de la mer, sur les rivages. Il en a ramassé plus d'1 millier chez lui. Bref.
C'était un gars un peu excentrique. Donc là, ce 3 mars 2006, le gars, il marche sur la plage, il regarde, il a la recherche de tongs, il regarde s'il n'y a pas des tongs par terre, au bord de l'eau, et il trouve un truc, il voit un truc de couleur jaune, il ramasse. En fait, c'est une palme de plongée. C'est une palme. Donc il regarde la palme, qui est en bon état d'ailleurs, et il voit dessus, marqué presque en illisible, le mot Lonergan. Donc là, tout de suite, il fait le lien, parce qu'il a entendu parler de l'affaire. Donc il transmet sans délai la palme à la police. Et là, c'est à peine croyable quand même, parce que on a découvert la palme de Helen Lonergan, une de ses palmes, 8 ans après sa disparition, à plus de 400 km du lieu où ils avaient été vus pour la dernière fois, le récif de Saint-Crispin. C'est quand même étonnant, c'est quand même surprenant de se rendre compte que cette palme a mis 8 ans pour faire 400 km. C'est assez intriguant, on va dire. Voilà, donc c'est le dernier événement dans l'affaire de Tom Lonergan. Il y en aura quand même un autre assez triste. Le 31 décembre 2015, Jack Nairn, le gérant de Outer Edge Dive, le capitaine du bateau, qui avait donc amené les Lonergan sur le récif de Saint-Crispin, ce jour-là, Jack Nairn décède à l'âge seulement de 59 ans. Il est sans doute mort, je crois qu'il est mort d'une longue maladie, comme on dit. Même s'il a bénéficié d'un acquittement lors de son procès en 1999, apparemment, Jack Nairn ne s'est jamais vraiment remis de cette affaire, d'un point de vue financier, mais aussi moralement. Il s'est jamais remis d'une tragédie dont il a été en partie responsable. Voilà. Donc aujourd'hui, John Haynes, le père d'Helen, il est persuadé que sa fille et son gendre se sont noyés après avoir été laissés seuls en mer, le fin janvier 1998. Une théorie qui semble assez plausible. Hein. Madame Haynes, elle a fait une déclaration dans les médias, elle a déclaré de ressentir aucune rancune envers l'équipage de l'Outer Edge ou les passagers aussi, hein, qui étaient présents aussi le jour de la disparition de sa fille et de son gendre. Elle, son plus grand regret, c'est de n'avoir jamais récupéré la dépouille de sa fille. Elle suppose que Helen et Tom ont pour dernière demeure les eaux de la Grande Barrière de Corail, ces eaux magnifiques là au large du Queensland. Et si tel est le cas, si Tom et Helen ont effectivement péri en haute mer ce jour-là, eh bien, espérons qu'ils reposent en paix. Voilà, c'est la fin de la présentation des faits. Nous allons maintenant passer à la partie commentaires. Donc c'est parti pour la partie commentaires. Plonger dans les eaux transparentes de la mer de Corail au large des côtes australiennes, c'est vraiment l'assurance de passer un moment merveilleux. Ceux qui ont eu la chance de plonger un jour au milieu des poissons exotiques comme ça, ils s'en souviennent toute leur vie. Il ne fait aucun doute que le 28 janvier 1998 après-midi, Tom et Helen Lonergan, ils ont éprouvé beaucoup de plaisir lors de leur 3e et dernière plongée, jusqu'à l'instant où ils ont crevé la surface de l'eau. Leur excursion de rêve s'est alors transformée en cauchemar. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que l'Outer Edge, le bateau, était parti sans eux. Ça a dû être horrible comme sentiment. Vous vous rendez compte? Essayez de vous mettre à leur place. Et dans les heures et les jours suivants, le couple il a probablement vécu un cauchemar, un calvaire. Nous allons essayer de reconstituer le scénario du drame un peu plus tard. Mais au fond, rien n'est sûr quand même, parce que Tom et Helen sont présumés morts, mais personne ne sait réellement ce qui leur est arrivé. On n'a jamais retrouvé leur corps. Et à l'époque, les rumeurs sont allées bon train. Il y a des hypothèses folles qui ont circulé. Certains ont évoqué un enlèvement par la CIA, voire même par des extraterrestres. On a parlé d'abduction, voilà. Parce que c'est un fait, l'association UFO Research Queensland a répertorié a priori 118 cas d'observation d'objets volants non identifiés, OVNI, au-dessus de l'état du Queensland. Pour la seule année 1998. Donc certains se sont dit, ouais, ce sont des extraterrestres, ils ont été enlevés, voilà. C'est vrai que dans toutes les affaires, il y a toujours des théories un peu farfelues par moment. Bon. Il n'est point question de remettre aveuglément en cause le phénomène des abductions par une forme d'intelligence inconnue. C'est un sujet d'une complexité inouïe.
Toutefois, l'explication dans ce dossier est vraisemblablement beaucoup plus simple, beaucoup plus terre à terre. Voilà. Donc on va passer en revue plusieurs théories. Je vais commencer par la théorie du suicide. Lors du procès de 1999, Graham Houston, l'avocat de Jack Nairn, a mis en avant la thèse selon laquelle Leigh Lonergan aurait pris la décision de se tuer en mer. Et pour étayer ses dires, l'avocat il a présenté des extraits des journaux intimes du couple. Le 3 août 1997, le Brisbane Times, un journal australien, a révélé dans un article que, moins de 6 mois avant la plongée fatale en Australie, Tom Lonergan, il avait écrit dans son journal personnel des phrases assez inquiétantes. Il avait écrit « Comme un étudiant qui a passé un examen, j'ai le sentiment que ma vie est complète et que je suis prêt à mourir. Autant que je sache, ma vie ne peut qu'empirer à partir de maintenant. Elle a atteint un point culminant et tout va n'être que descendre jusqu'à mes funérailles. » Donc là, ce sont des phrases plutôt angoissantes. Et ça n'est pas fini. Le 9 janvier 1998, 2 semaines avant leur plongée, Hélène Lonergan a rédigé une phrase particulièrement troublante dans son propre journal. Elle a écrit « Tom espère une mort rapide et sans douleur, et il espère que cela se produira bientôt. » C'est la phrase exacte que Hélène a écrite dans son journal. Il faut donc se poser la question. Et si Tom était finalement passé à l'acte le 25 janvier 1998 ? Il aurait même pu assassiner son épouse, par la même occasion, avant de mettre fin à ses jours. Il y a eu aussi une thèse du meurtre qui a ici été avancée par certains. En réalité, rien n'est moins sûr parce que, de l'avis de leurs proches, les Lonergan étaient très unis. Ils étaient très amoureux et ils avaient beaucoup de projets. Ils caressaient le rêve de s'installer à Hawaï. Tom était certes perturbé par moments, mais de là à commettre l'irréparable, c'est pas sûr. Et selon la famille d'Hélène, les phrases tirées des journaux intimes du couple ont été sorties de leur contexte. Le coroner, Noel Newnan, et la police de Port Douglas partagent cet avis. Ils sont aussi d'accord, pour la police et pour le coroner, il n'est pas sûr du tout que Leigh Lonergan ait commis un suicide. Et la justice australienne a elle-même fortement rejeté cette hypothèse macabre. Il est vrai, quand on l'étudie, que l'hypothèse du suicide présente des limites. Tom et Hélène étaient des fervents catholiques. Est-ce qu'ils auraient commis l'irréparable dans ce cas-là ? Parce qu'on sait que l'Église catholique condamne le suicide. Moi, j'ai trouvé un autre détail qui contredit cette thèse du suicide. Tom et Hélène Lonergan ne pouvaient pas savoir à l'avance que l'équipage de l'Otter Edge se tromperait dans le comptage des passagers. Ils ne pouvaient pas savoir qu'ils feraient une erreur justement ce jour-là. Parce que si une erreur n'avait pas été commise, les secours auraient été immédiatement alertés. Donc voilà, pour moi, cette donnée fragilise également le scénario du meurtre-suicide. Dans le cas où ils auraient décidé d'en finir avec la vie, vous croyez vraiment qu'ils auraient pris la peine d'écrire un message d'appel au secours sur la douasse de plongée aussi ? Ça n'a pas de sens. Et pour finir, il y a encore un détail aussi qui me fait penser que le suicide n'est pas du tout sûr dans cette affaire, c'est que terminer son existence seul au milieu d'un océan infesté de requins, ça n'a rien d'une mort rapide et sans douleur, comme le souhaitait Tom Lonergan, comme il avait écrit dans son journal intime. Donc voilà, pour moi, l'hypothèse du suicide pose question. Mais c'était intéressant quand même de l'étudier. Et maintenant, on va passer à la théorie suivante, la théorie de la fuite volontaire. S'il semble improbable que Tom et Hélène aient fait le choix de mourir, tous les deux, sur la grande barrière de corail, ils ont par contre pu vouloir faire croire à leur mort. En effet, leurs dépouilles n'ont jamais été récupérées. La preuve irréfutable de leur décès se fait donc toujours attendre. De plus, plusieurs témoignages sèment le doute. Le 25 janvier 1998, le jour de la disparition de Lonergan, un bateau de pêche non identifié se trouvait dans la même zone que l'Otter Edge, à environ 1 km du récif de St. Crispin Reef. Si Tom et Hélène avaient prévu de fuir, ils auraient pu nager jusqu'à ce navire inconnu et se réfugier à son bord. Surtout que, par la suite, les Américains auraient été aperçus bien vivants à terre.
il y a une femme qui s'appelle Janet Brent Hall, qui est libraire, et qui aurait aperçu le couple dans son magasin, donc à Port Douglas, le 27 janvier 1998, soit 2 jours après leur sortie en mer. Et au total, les Lonergan auraient été vus au moins une vingtaine de fois, notamment dans un hôtel du centre-ville de Darwin, la capitale du territoire du Nord, à 1600 km à l'ouest de Port Douglas. Alors, que penser? Que penser dans ce cas-là? Cette théorie paraît plus crédible que celle du suicide, c'est vrai, parce que le couple avait peut-être des raisons personnelles de disparaître, de partir sans se retourner. Si l'on en croit leurs journaux intimes, les Lonergan, ils en avaient assez de travailler pour Peace Corps. Ils avaient travaillé pendant 3 ans aux Fidji, notamment pour donner des cours auprès d'enfants défavorisés. Et c'est vrai qu'en fait, Hélène, dans son journal intime, elle a confessé qu'elle détestait donner des cours. Et Tom, lui, c'est pareil. Il aurait écrit, pareil, dans son journal intime, en avoir marre de donner de la confiture à des cochons, selon ses propres mots. Et Tom Lonergan, par exemple, il avait peut-être aussi des raisons psychologiques de disparaître. D'un tempérament dépressif, Tom souffrait apparemment d'un problème relationnel avec sa mère, qui lui en voulait d'avoir passé toute son enfance avec Hélène. Il y avait peut-être une forme de jalousie entre la mère et son épouse. Voilà. Et donc, comme beaucoup de monde, les Lonergan avaient des états d'âme, et même s'ils n'ont pas écrit noir sur blanc, peut-être qu'ils voulaient aussi échapper à un environnement religieux un peu étouffant, parce qu'ils étaient très très religieux, mais bon, ils étaient un peu pris dans cette atmosphère qui était peut-être un peu pesante. Voilà. Donc ils avaient peut-être pas mal de raisons de disparaître et de refaire leur vie ailleurs dans le monde. Il y a quand même aussi un élément de taille qui accrédite une possible mise en scène de la disparition des Lonergan, la localisation des équipements retrouvés sur les côtes australiennes. Ça, c'est troublant, parce que si les gilets stabilisateurs, les bouteilles d'air comprimé et l'ardoise de plongée ont flotté vers le nord, la Palme a, elle, flotté vers le sud. Et plus déroutant encore, cette Palme a mis 8 ans pour parcourir 400 km. C'est complètement aberrant. L'explication est-elle naturelle, liée au courant océanique, à moins que cette palme de plongée n'ait été déposée par une main humaine, volontairement, pour égarer les enquêteurs, pour les emmener sur une autre piste. D'ailleurs, ça me fait penser à l'affaire du docteur Goddard, j'en profite pour le dire, que j'ai aussi étudié dans mon livre Disparu en mer. C'est pareil, il avait disparu en mer, on a retrouvé après des cartes professionnelles, des papiers lui appartenant sur les rivages des années plus tard. Voilà, bon, bref, c'était une petite remarque faite en passant. L'affaire du docteur Goddard est une affaire passionnante, mais c'est une autre affaire. Donc, c'est vrai que cette hypothèse de la fuite volontaire est attrayante, mais bon, elle relève aussi quand même de la spéculation. D'après certains observateurs, cette théorie selon laquelle les Lonergan seraient toujours en vie a été essentiellement propagée par l'industrie de la plongée du Queensland, soucieuse de protéger ses intérêts. Évidemment, elle avait plutôt intérêt à privilégier la théorie selon laquelle ils étaient partis volontairement et qu'ils n'étaient pas morts à la suite de négligence d'une agence. Voilà. La police australienne, elle a quand même enquêté, comme le coroner, et elle a écarté la possibilité que Tom et Hélène aient simulé leur propre mort. Pour les enquêteurs australiens, cette hypothèse ne tient pas la route, cette hypothèse de la disparition volontaire, parce que aucun mouvement n'a été enregistré sur les comptes bancaires de Tom et Hélène, et personne n'a touché à leur police d'assurance. Est-ce qu'ils auraient renoncé volontairement à cet argent? C'est pas sûr, parce que ils avaient travaillé pendant 3 ans pour Peace Corps, ils avaient travaillé bénévolement, donc ils n'avaient pas gagné d'argent à ce moment-là. Dernier point, comment est-ce que le couple a fait pour sortir complètement des radars depuis maintenant plus de 20 ans? On ne les a jamais revus nulle part ailleurs dans le monde. C'est quand même étonnant maintenant à notre époque, surtout avec tous les réseaux sociaux, tout le monde a des smartphones, tout le monde peut filmer ou prendre des photos. Donc c'est quand même étonnant. Ce n'est pas impossible de passer en dessous du radar, mais ça devient quand même plus difficile qu'autrefois. Donc est-ce qu'ils sont toujours en vie? Est-ce qu'ils ont réussi à vivre secrètement depuis tout ce temps? Personne ne le sait. Voilà. En tout cas, c'était la théorie de la disparition volontaire. Dernière théorie, une théorie qui est quand même plus que crédible, la théorie de l'accident.
Je vais vous présenter maintenant le scénario plausible de l'accident. Alors attention, il s'agit de spéculation. J'ai reconstitué ce scénario à partir des informations que j'ai trouvées dans la presse. J'ai reconstitué tout ça, mais bon, il y a une part d'imagination aussi. Mais je pense que les choses ont pu se passer de cette manière. Donc, le dimanche 25 janvier 1998, à 14h30, les Glennorgan se mettent à l'eau pour leur dernière plongée de la journée sur le site de St. Crispin Reef, le récit de Saint-Crispin. Entre 15h30 et 16h, Tom et Helen remontent à la surface, à l'endroit où l'Otter Edge, la vedette, était ancrée. Seulement, le bateau n'est plus là. Il est parti sans eux, à cause d'une erreur dans le décompte des passagers. Avec du recul, maintenant, on sait à peu près comment la faute a pu être commise. Apparemment, ce jour-là, à 15h30, un membre de l'équipage a fait le compte, il a compté le nombre de passagers à bord du bateau. Et il n'en a trouvé que 24 au lieu des 26. Rappelez-vous qu'ils étaient partis avec 26 passagers. Là, il n'en a trouvé que 24. Mais là, à ce moment-là, il y a un client qui lui aurait dit, qui lui aurait fait remarquer que 2 jeunes gens avaient sauté à l'avant du bateau. Ils avaient sauté dans l'eau, à cet endroit. Et là, supposant qu'il les avait sûrement manqués, le membre d'équipage, il a rajouté les 2 personnes à sa liste. Et donc, il a fait 24 plus 2, 26. Voilà. Or, le problème, c'est qu'il les avait certainement déjà comptabilisés. Donc là, c'est un fait, l'équipage de l'Otter Edge a fait une erreur. Une erreur qui est quand même très grave. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu des facteurs aggravants, je pense, qui ont contribué à faire de cette sortie en mer un drame. Moi, je pense que les Glennorgan ont certainement refait surface trop tard ou à un endroit éloigné du lieu de rendez-vous. Le courant les a possiblement fait dériver. Moi, je pense qu'il est tout à fait possible que Tom et Helen aient refait surface à distance du bateau, assez loin, et qu'ils aient vu le bateau. C'est ça qui est terrible. Ils ont dû le voir. Ils ont sans doute hurlé pour attirer l'attention. Mais rappelez-vous d'un détail, c'est que Jack Nairn, il a rallumé les moteurs du bateau à 15h10. Donc il y avait le bruit des moteurs, et je pense que ce vacarme a très certainement couvert les voix de Tom et Helen. C'est ça qui est vraiment qui est terrifiant, à mon avis. C'est ça que ils ont sans doute appelé à l'aide, mais le bateau était trop loin, ou alors on ne les a pas entendus, tout simplement. Et après leur plongée, les 24 vacanciers, les autres plongeurs, ils étaient occupés, eux, à se changer, ou à manger, ou à boire sur le bateau. Ils n'étaient pas du tout attentifs à ce qui se passait autour. Ils devaient sûrement discuter bruyamment entre eux sur le bateau. Ils devaient certainement pas se soucier de leur environnement. L'équipage, lui, était, je pense, mobilisé par le capitaine avant leur départ imminent. Ils étaient certainement en train de préparer leur départ. Et je pense, dernier élément, dernier détail qui est aussi qui est à prendre en compte, je pense que si les Glennorgan nageaient à plusieurs centaines de mètres de l'Otter Edge, du bateau, ils étaient certainement cachés par les vagues. Moi je pense que c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils ont certainement vu le bateau s'éloigner sans eux. Et c'est terrible. D'un point de vue psychologique, ça doit être terrifiant. Donc là, le bateau a remonté les échelles arrière, ils sont partis. Ils sont partis sans eux. Puis tout le monde avait bonne conscience, parce qu'ils étaient certains d'avoir le bon nombre de passagers à leur bord. Donc, aux alentours de 16h, donc les Glennorgan font le constat glaçant qu'ils sont seuls en pleine mer, à 22 km des côtes du Queensland. 22 km. C'est pas rien, hein. Donc au départ, je pense qu'ils sont pas totalement désespérés. Je pense qu'ils doivent se dire que quelqu'un à bord de l'Otter Edge va remarquer rapidement qu'ils ne sont pas là et que le bateau va faire demi-tour pour venir les récupérer. Malheureusement, c'est la loi de Murphy ce jour-là. La loi de Murphy, qu'on appelle aussi la loi des emmerdes maximum, qui s'applique ici, hein. Donc pendant le trajet du retour, je pense que ni le capitaine ni l'équipage ne réalisent que 2 passagers sont encore sur le bateau, ouais, parce que sinon, je pense qu'ils auraient fait demi-tour, hein, ça c'est clair. Et voilà, personne ne se rend compte de leur absence. C'est ça qui est terrible. Donc, dans l'espoir que l'Otter Edge revienne, les Glennorgan, ils attendent un moment, voici de Saint-Crispin, je pense. Je pense qu'ils restent à peu près sur place, du moins ils essayent, parce qu'il y a peut-être du courant qui les fait dériver. Il faut quand même préciser que ce site du récif de St. Crispin Reef,
Il n'y a pas de bande de sable là, il n'y a pas de bande de sable, il n'y a pas de rochers sur lesquels on peut se réfugier. Il n'y a rien. Vous êtes dans l'eau. Donc là, Tom et Hélène surnagent dans l'eau comme ça, et je pense que Tom enlève les 6 plombs de sa ceinture de lest et qui se sert donc de sa ceinture pour s'attacher avec Hélène. C'est une décision qui paraissait quand même assez logique là. Il a pris sa ceinture pour pouvoir s'attacher avec elle, pour pouvoir éviter d'être séparés. Donc ces 6 plombs sont les plombs que le plongeur de Lotter Edge va retrouver au même endroit le lendemain. Il va même les ramener à bord du bateau. Malheureusement, le membre d'équipage ne va pas faire le lien. Et encore, ça peut se comprendre à la rigueur parce que, comme je vous disais, il y a beaucoup de sorties en mer à cet endroit. Et ça doit être difficile de reconnaître un plomb d'une ceinture de plongée d'un autre plomb. Je veux dire. Donc là, le dimanche après-midi, le dimanche 25 janvier 1998 après-midi, Tom et Hélène restent comme ça dans l'eau, près du récif de Saint-Crespin, même si je pense qu'ils doivent commencer à dériver, malheureusement. Autour des 2 Américains, l'océan s'étend à perte de vue. Et donc ce qui est terrible, c'est que on ne voit pas la côte, hein. Donc c'est difficile de s'orienter comme ça. Je pense pas qu'ils avaient une boussole avec eux. Ce qui est déchirant, c'est que il y a un endroit où ils peuvent à ce moment-là se réfugier. Et cet endroit, c'est un ponton qui appartient à la compagnie Quicksilver Cruise et qui est amarré au récif Agincourt, à 6 km au nord. Il y a cet endroit où ils pourraient se réfugier, mais je pense que le couple, malheureusement, ignore certainement l'existence de ce ponton. Et puis, comment s'orienter aussi en mer sans boussole, comme je vous disais. C'est pas évident, hein. Et puis, quand on surnage comme ça au ras de l'eau, il faut se mettre à leur place. La visibilité est extrêmement réduite, hein, à cause des vagues. Bon, bien entendu, quand on a quelques notions en matière de survie en milieu hostile, en survivalisme, on sait qu'on peut réussir à s'orienter aussi en se fiant à la position du soleil dans le ciel. Mais là, il y a un problème de taille, c'est qu'on est dans l'hémisphère sud. Et dans l'hémisphère sud, les règles sont inversées. Donc, je suis sûr que c'est même pas facile de s'orienter grâce au soleil en Australie. Si des gens sont en Australie, nous regardent, ils peuvent peut-être nous donner des précisions dans les commentaires. Ça sera l'occasion d'en parler dans ma prochaine vidéo. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit très simple, parce que là-bas tout est inversé, hein. On est la tête en bas, comme on dit. Handicap supplémentaire encore. Les Lonergan, ils baignent dans l'eau depuis plusieurs heures. Donc là, je pense que ils n'ont rien mangé en plus. Ils n'ont rien mangé. Ils sont probablement fatigués. Ils sont fatigués. Est-ce qu'ils ont encore de la force physique pour parcourir une aussi longue distance? Il y a quand même 6 km à faire vers le nord pour rejoindre ce récif, le récif Agincourt. Et ils ont déjà, ils ont 3 plongées dans les pattes quand même. J'ai envie de dire, est-ce qu'ils ont encore assez d'énergie? C'est pas sûr. Le seul avantage qu'ils ont à ce moment-là, c'est leur combinaison plongée, leur gilet stabilisateur, les bouteilles d'air comprimé qui les aident à flotter. Ça les aide quand même à rester à la surface de l'eau, mais malheureusement, je pense qu'ils sont quand même emportés par le courant, voilà, dans une direction qui n'est pas forcément la côte. Voilà, ils sont probablement emportés encore plus vers le large. À la tombée de la nuit, je pense que là, la quiétude des Lonergan monte encore d'un cran. D'ailleurs, le film Open Water, dont je parlais tout à l'heure, en eau profonde, le montre assez bien. Là, je pense que là, Tom et Hélène se disent que les secours vont mettre plus de temps que prévu pour venir les chercher. Ils comprennent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de passer la nuit en mer. Ils se disent, voilà, je pense que là, ils vont pas venir nous chercher ce soir. Il va falloir attendre jusqu'à demain, malheureusement, parce que vous savez que les recherches la nuit, c'est très compliqué. En général, les opérations de Search and Rescue sont toujours suspendues la nuit. Donc là, ils se préparent à passer une dizaine d'heures dans le froid et l'obscurité. Et au fur et à mesure que les heures passent, le cauchemar ne fait que s'accentuer. Quand on essaie de se mettre à leur place, quoi. C'est horrible. Donc là, durant la nuit, l'angoisse atteint son paroxysme, parce que, en fait, des requins manifestent leur présence. Il faut savoir que les squales sont des chasseurs nocturnes, hein. Donc ne jetons pas la pierre aux requins. Il y a beaucoup de requins qui sont inoffensifs, notamment les requins à pointe noire qui abondent près des récifs. Ces requins ne présentent a priori pas de danger pour l'homme, sauf en cas de présence de sang. Voilà, ça les rend fous. Mais il y a quand même d'autres prédateurs qui rôdent dans la mer de corail.
On en reparlera un peu plus tard. Ce dont on est certain, c'est que les Lonergan survivent à cette nuit de cauchemar quand même. On est certain qu'ils survivent, comme le prouve le message tapé le lendemain sur la doise de plongée. Le lundi 26 janvier 1998, à 8h du matin, Tom et Hélène, ils sont désespérés. Donc ils écrivent ce message de détresse, ils appellent au secours, ils ont clairement peur de mourir, hein. Ça, on en est sûr, hein, quand on lit leur message sur la doise de plongée. Qu'est-ce qui leur arrive ensuite? Ça, c'est la grande question. Est-ce que Tom et Hélène sont dévorés par des requins? Faut poser la question. Parce que cette hypothèse a été avancée. D'après Ben Crop, un spécialiste en plongée australien, Tom et Hélène ont peut-être été attaqués en effet par un requin-tigre dans les 24 à 48 premières heures. C'est possible parce que le requin-tigre est particulièrement dangereux pour l'homme. Là, on serait clairement dans un scénario à la open water, où les protagonistes se font attaquer par des squales. Mais en réalité, on n'en est pas sûr. On est loin d'être sûr de cette version des faits parce que aucun indice ne laisse penser que les Lonergan ont succombé à une attaque de squale. On n'a pas le moindre indice allant dans ce sens. Et là, ce sont des indices objectifs. Les équipements repêchés sur la côte ne portaient pas la moindre trace de morsure. La combinaison d'Hélène présentait certes des déchirures, notamment au niveau des fesses, mais elles ont vraisemblablement été occasionnées par le frottement sur du corail, et pas du tout par des morsures de requins. En vérité, moi je pense que le plus grand danger qui guette les Lonergan à ce moment-là, ça n'est pas les requins, mais c'est la déshydratation. Pourquoi? Parce que le nord de Queensland, il connaît un climat tropical, et la chaleur y est vraiment accablante, ce qui ne fait qu'accélérer la perte d'eau. Et puis vous savez, en Australie, le soleil tape très fort, tellement fort qu'il y a beaucoup plus de cancer de la peau qu'en France par exemple. En mer, les chances de survie sans eau douce sont très minces, et la faim peut être très rapide. Donc, n'ayant pas bu depuis la veille, depuis le dimanche après-midi, les Lonergan, ils sont peu à peu dans le délire et la confusion, les conséquences d'une déshydratation sévère. Ils se débarrassent donc de leurs gilets gonflables et de leurs bouteilles, qui sont trop encombrants pour nager. Donc sans système de flottaison et à bout de force, Tom et Hélène, ils glissent progressivement dans l'inconscience et ils se noient, tout simplement. Voilà, ils se noient et charronneurs à l'occasion, les requins à pointe noire font vite disparaître le reste, tout simplement. Donc moi, personnellement, j'ai tendance à privilégier ce scénario de l'accident. Je viens de vous présenter le scénario qui me semblait le plus crédible. Je peux tout à fait me tromper, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais il est important maintenant de parler de la responsabilité des différents acteurs dans cette affaire. Moi, j'ai envie de dire que la responsabilité est collective. En tant que capitaine de l'Otter Edge et organisateur de la sortie en mer, Jack Nairn a été la seule personne dont la responsabilité a été mise en cause dans cette affaire. Et c'est vrai, d'un point de vue juridique, un chef d'entreprise doit assurer la sécurité de ses clients et de ses employés. Néanmoins, il paraît nécessaire de dire, par souci de justice, que la tragédie des Lonergan est en fait le fruit d'un dysfonctionnement collectif. De mon point de vue, Nairn a fait confiance à tort à son équipage, qui non seulement n'a pas compté correctement le nombre des passagers, mais a aussi fait preuve d'un manque flagrant de conscience professionnelle. À la rigueur, il est compréhensible qu'aucun membre d'équipage n'ait remarqué l'absence des Lonergan sur le chemin du retour. Parce que voilà, le bateau était rempli à craquer, ils étaient occupés, d'accord. Mais il y a quand même une chose très choquante, que je vous ai pas encore indiquée, c'est que personne ne s'est inquiété qu'il manque 2 bouteilles d'air comprimé et une paire de ceintures de lest à bord du bateau. Personne ne s'est dit, tiens, il manque de l'équipement, comment ça se fait? Et comment se fait-il aussi que personne n'ait inspecté le sac laissé sur le navire par les Lonergan? Personne ne l'a regardé avant le mardi 27 janvier. Il a fallu attendre 2 jours pour que quelqu'un donne l'alarme. Malheureusement, c'était trop tard. Donc j'ai parlé de la responsabilité de Monsieur Nairn et puis de l'équipage de l'Otter Edge. Mais c'est pas fini. Il faut être, vous savez, c'est toujours de faire preuve d'honnêteté intellectuelle, de justice, d'équité, sauf le respect. Je pense que Tom et Hélène Lonergan, ils ont également une petite part de responsabilité dans la situation à laquelle ils ont été confrontés. Et je m'explique. Ils ont préféré d'abord plonger à l'écart du reste du groupe, et je pense aussi qu'ils sont restés trop longtemps sous l'eau. Ça, j'en suis à peu près sûr. Parce que, rappelez-vous, la plongée devait durer normalement 30 minutes à chaque fois.
Sachant que tous les plongeurs se sont mis à l'eau à 14h30 et que l'Otter Edge a quitté le site à 15h30, cela signifie donc que les Lonergan sont restés immergés au moins 1 heure. Moi, je pense qu'ils sont possiblement aussi restés plus d'une demi-heure sous l'eau parce que ils ont commencé à explorer et puis ils se sont peut-être éloignés. Vous savez, quand vous commencez à explorer, vous n'avez pas l'heure rêvé sur la montre. Ils n'ont peut-être pas fait attention. Ils ont aussi pu dériver aussi à cause du courant. Ils ont pu être emmenés un peu plus loin. Voilà. Pour finir sur les responsabilités, on peut parler aussi des autres passagers. Il est dommage qu'aucun autre passager n'ait noté l'absence du couple d'Américains en revenant à Port-Douglas. Mais ça, bon, j'ai envie de dire, c'est plus la faute à la société moderne. Chaque individu a tendance à rester concentré sur sa sphère personnelle et à ne pas se soucier de ses voisins. C'est ça, vous voyez bien, hein, dans la vie, vous prenez le métro, vous prenez les transports en commun, vous côtoyez les autres sans même les voir, sans même les regarder. Et ça, c'est un trait un peu triste de notre société. De leur côté aussi, je pense que voilà, il faut toujours être juste. Peut-être que les Lonergan n'ont pas socialisé à bord du bateau non plus. Ils n'ont probablement parlé à personne d'autre sur le bateau, dans ces conditions. Qui pouvait bien se rappeler d'eux? Toutes les conditions étaient réunies pour que ce drame survienne, et il est survenu malheureusement. Il est survenu, mais il aura au moins eu un effet de faire prendre conscience aux gens qu'il faut renforcer les conditions de sécurité. Donc là maintenant on va en profiter pour parler de l'industrie de la plongée d'une manière un peu plus générale. Est-ce que l'industrie de la plongée est devenue plus sûre en Australie par exemple? C'est vrai qu'à cause du film Open Water en eau profonde, l'affaire Lonergan a marqué les esprits. Vraiment, elle a quand même contribué à renforcer les règles de la sécurité entourant les sorties de plongée en Australie. Il est incontestable que des gros efforts ont été fournis par l'industrie du tourisme depuis 1998 pour accroître la sécurité des plongeurs, notamment dans le Queensland. Par exemple, la procédure exige maintenant que 2 membres d'équipage comptent séparément les clients, afin de limiter le risque d'erreur. Et moi j'ai pensé à une méthode toute simple qu'on pourrait employer, une méthode très simple et efficace pour éviter de se tromper. Faire l'appel tout simplement. Étant donné que les équipages des bateaux charter disposent obligatoirement de la liste des passagers, avec leur nom et prénom, ils pourraient quand même prendre 10 minutes pour les appeler un par un, avant de repartir. Ça me semble très simple à appliquer. Je suis pas sûr que ça soit fait, mais bon, petit conseil soit dit en passant, ça pourrait être assez facile à appliquer. Suite à cette affaire, la profession a semble-t-il tiré des leçons du drame des Lonergan. Cependant, il y a quand même un effet pervers à noter, c'est que l'amélioration des conditions de sécurité, ça a un coût. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, qui pénalise les opérateurs de plongée australiens vis-à-vis de la concurrence étrangère. On est dans la mondialisation, vous le savez bien. Des fois, ça nous envoie des virus, mais ça a aussi des fois d'autres effets pervers. L'effet pervers dans le cas de notre affaire, l'effet pervers de la surréglementation, c'est que des touristes ayant soif d'aventure se tournent désormais vers des destinations où la législation en matière de plongée sous-marine est beaucoup plus souple. Et ils vont donc maintenant en Asie ou en Micronésie. Voilà. Donc, on arrive maintenant à la conclusion de cette affaire, à l'épilogue. En guise d'épilogue, je voudrais signaler que, en dépit de toutes les mesures de sécurité adoptées maintenant un peu partout dans le monde en matière de plongée, le risque zéro n'existe pas. Il n'existe jamais. Il n'existe pas sur Terre comme en mer. Voilà. Donc, depuis le cauchemar vécu par les Lonergan, des accidents similaires se sont reproduits en Australie, mais aussi ailleurs dans le monde. Je vais vous citer 2 exemples. Premier exemple, en mai 2008, un plongeur anglais nommé Richard Neely et sa petite amie Alison Dalton ont dérivé pendant 19 heures près des îles Whitsunday, donc tout près de la barrière de corail, après avoir été abandonnés par leur bateau de charter. Bateau de charter de plongée, donc comme pour les Lonergan. Donc quand il a refait surface, le couple a réalisé qu'il avait été emporté par le courant loin du navire. Donc on a encore frôlé le drame, une fois de plus. Par chance, le couple a été finalement secouru par une équipe de recherche australienne. Donc là, ils s'en sont tirés, ils ont eu beaucoup de chance, mais ils auraient malheureusement peut-être pu subir le même destin que Tom et Helen Lonergan.
Deuxième exemple, en avril 2004, aux États-Unis, donc un homme qui s'appelle Daniel Carlock, un ingénieur en aéronautique de 45 ans, il a été laissé, lui, en mer lors d'une excursion de plongée sous-marine à 22 km au large de Long Beach, en Californie. 22 km aussi, lui aussi, comme les Lonergan, voilà. Donc lui, Carlock, il a dérivé en mer pendant 5 heures. Heureusement pour lui, cet Américain a été sauvé de justesse. Il a eu beaucoup de chance, lui aussi. Depuis, il souffre de stress post-traumatique et aussi de problèmes de santé. Comme on est aux États-Unis, il a porté plainte contre l'agence de plongée. Il a gagné son procès et il a empoché plus d'1,68 million de dollars de dommages et intérêts. Voilà. Il a aussi, je crois, attrapé un cancer de la peau, d'ailleurs, qu'il a attribué à son séjour en mer. Comme je vous expliquais, c'est vrai que en mer, le soleil tape encore plus. Il y a la réverbération des rayons sur l'eau, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc c'est la fin de cette affaire, l'affaire que je voulais vous raconter, de cette disparition mystérieuse de Tom et Helen Lonergan. Donc si vous avez la possibilité d'aller en Australie, je vous y encourage fortement, hein. C'est un pays vraiment qui est vraiment intéressant à découvrir. Si vous pouvez faire de la plongée, faites-le, que ce soit en Australie ou ailleurs, hein. Il y a plein d'endroits vraiment merveilleux à découvrir, mais faites attention. Respectez les règles de sécurité élémentaires, restez prudent dans tous les cas, ne prenez pas de risques inutiles, et puis voilà, essayez de veiller sur votre personne ainsi que sur votre entourage. Et d'ailleurs, j'en profite pour appliquer ce conseil aussi à notre situation actuelle de Covid-19. Voilà. Donc cette histoire a été tirée de mon livre Disparu en mer, 20 histoires vraies et mystérieuses. Donc il contient beaucoup d'autres récits comme ça qui sont véridiques, qui sont très intrigants. Ce sont des histoires en plus qui sont souvent inédites, très peu connues. Donc vous trouverez le lien pour acheter ce livre dans la description de cette vidéo. Vous trouverez aussi le lien de mon Tipeee, le financement participatif pour me soutenir mon travail en termes de création de vidéos sur YouTube. Voilà. Donc merci à vous. Comme le veut la tradition, on va se quitter avec l'image de Tom et Helen Lonergan, une image dédiée à leur mémoire. On va se retrouver possiblement dans les prochains jours pour une nouvelle petite vidéo pour répondre à vos questions et commentaires, une fois n'est pas coutume. C'est bien d'innover, de changer un petit peu, pour tester des choses. Donc si je sais plus si j'y pensais vous le dire ou pas, c'est la fatigue là un peu, c'est peut-être les signes du Covid aussi, je sais pas. Je sais pas si je vous ai dit de penser à liker cette vidéo et à vous abonner aussi à la chaîne en activant la cloche, comme ça vous serez prévenu de la publication de cette prochaine vidéo dans les prochains jours. Voilà. En attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères. Ne disparaissez pas surtout et portez-vous bien. Bye.